Regardez ça, ok? Le monde entier a été envahi par des créatures flippantes qui se transforment d'humains ordinaires en machines de mort terrifiantes, allant de tentacules à des pouvoirs surhumains. Et même un culturiste de 30 mètres de haut qui veut vous dévorer vivant. Tout dans cette ville essaie de vous tuer. Alors comment allez-vous survivre? C'est la saison la plus dingue à ce jour. Je suis là pour vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment survivre à l'apocalypse des monstres dans la saison 3 de Sweet Home. Nous reprenons là où la saison précédente s'est arrêtée, avec Yoon-soo, un infecté spécial qui peut résister aux effets de la monstérisation, qui vient de vaincre son ami infecté Yi-kyung. La femme a été transformée par sa propre fille monstérisée afin de sauver sa vie, ce qui a forcé Yoon-soo à l'éliminer avant qu'elle ne puisse blesser qui que ce soit d'autre. Au cours de la bataille, le côté monstrueux de Yoon-soo commence à prendre le dessus. Mais après l'avoir frappé d'un méchant coup à la tête, son ami Eun-yu réussit à l'en empêcher. Et pour l'instant, Yoon-soo est redevenu le vrai Yoon-soo. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, le Dr Lim est confronté à un homme étrange après l'échec d'une expédition dans les profondeurs d'une installation militaire top secrète. L'homme se révèle être le côté monstrueux de Sang-won, le fiancé de Yi-kyun et le premier sujet de test du Dr Lim, qui a muté en une forme liquide capable de posséder et de contrôler le corps de ses victimes. Il le conduit dans une grande salle et lui présente à nouveau son assistant, un autre monstre humain du nom de Shi-seong. Ils font ensuite sortir le chef de la section, le sergent Kim, et lui remettent une arme, tout en faisant pendre 3 de ses hommes au-dessus d'une fosse remplie de monstres, en lui disant qu'il doit en choisir un parmi eux qui aura la vie sauve. Mais c'est là leur plus grosse erreur. Il s'agit d'une simple expérience pour voir s'ils peuvent forcer Kim à devenir un monstre afin de sauver ses amis. Mais alors qu'il s'apprête à faire son choix comme il le demande, il tire sur la corde à la place et plonge en avant pour attraper l'otage en utilisant un monstre pour amortir leur chute. Sang-won, agacé, ordonne à ses sous-fifres de les tuer tous, mais ils ne se laisseront pas faire sans combattre. Ok, le sergent Kim a fait des gestes absolument incroyables, mais ça ne servira à rien s'ils finissent quand même en nourriture pour monstres. Même s'ils sont super forts, ils n'ont aucune chance d'affronter tous ces monstres à eux seuls. La clé est donc de survivre assez longtemps pour trouver un moyen de sortir de la fosse et de se donner les meilleures chances de survie. Pour ce faire, ils doivent se souvenir de certaines choses que nous avons apprises sur les monstres par le passé. Nous savons notamment qu'ils ne sont pas tous assoiffés de sang, comme en témoigne le fait qu'ils n'ont pas immédiatement commencé à attaquer au moment où Kim est tombé dans la fosse. Certains d'entre eux restent neutres jusqu'à ce qu'ils soient attaqués eux-mêmes, et d'autres ne sont absolument pas intéressés par le fait d'attaquer des humains. Pour le moment, nous voulons éviter de gaspiller de l'énergie sur les mauvaises cibles, et concentrer notre attention sur celles qui représentent réellement une menace. Comme Kim n'a qu'un seul chargeur, il devra garder ses balles pour les moments où il en aura absolument besoin. Et au lieu de ça, il pourrait ramasser des gravats sur le sol pour s'en servir comme arme de corps à corps contre les menaces les plus petites. Ils peuvent également récupérer des ressources sur les monstres au fur et à mesure qu'ils avancent, et certains d'entre eux portent même un gilet pare-balles, ce qui est bien mieux que de se battre en sous-vêtements. La meilleure stratégie serait que Kim et ses hommes se serrent les coudes et se couvrent mutuellement. Ils éviteront ainsi d'être encerclés ou attaqués par surprise par le nombre impressionnant de monstres. Ils doivent rester en mouvement et utiliser les objets de l'environnement comme les murs et les gros morceaux de décombres pour limiter les angles d'attaque potentiels. Il faut à tout prix éviter de se faire encercler. Mais si toutefois ils se retrouvent encerclés, ils peuvent toujours grimper sur un de ces gros blocs de gravats pour prendre de la hauteur et essayer de trouver un autre plan. À terme, ils devront trouver un point de fuite, comme un trou dans le sol ou dans les murs. Remonter sur la plateforme est une autre option. Et les cordes des otages peuvent être utiles s'ils ont besoin d'aide pour se hisser. Au final, j'essaierai de capturer le docteur, parce que les monstres doivent avoir une raison de le garder en vie, ce qui veut dire que nous pouvons l'utiliser comme bouclier de viande pendant que nous nous échapperons. Kim et le soldat s'en sortent en restant ensemble et en utilisant les morceaux de ferraille comme arme quand ils sont à court de munitions. Mais les monstres se rapprochent toujours, sans qu'on puisse en voir la fin. Ils résistent aussi longtemps qu'ils le peuvent, mais juste au moment où ils semblent sur le point d'être tués, une des subalternes de Sang-won, une jeune fille nommée Ya-young, leur sauve la vie en utilisant ses longs tentacules hérissés de pointe pour tuer instantanément tous les monstres encore présents dans la pièce. Une fois à l'extérieur, le Dr Lim retrouve Sang-won et le reste de son équipe qui lui annonce qu'il se dirige vers le centre d'hébergement des survivants situé dans le vieux stade pour la suite de son plan. À l'hôpital, Hyun-soo sent que Yi-kyung est toujours en vie et saute dans la fosse pour l'aider à résister à la monstérisation. Au bout d'un moment, leurs amis Chan-young, Ho-sang et Han-hee rejoignent Eun-yu et le voient attendre au bord du trou. Quand tout à coup, un monstre terrifiant avec des dizaines de bras apparaît et les oblige à se cacher.
Juste à ce moment-là, ils entendent un cri provenant du fond de la fosse, et le monstre se lance immédiatement à la poursuite de la source du bruit. Essayant de sauver Yoon-soo, Chan-young et Eun-yu commencent à combattre le monstre avec des cocktails Molotov. Mais il doit la renvoyer à l'abri quand ils finissent par manquer de bouteilles. La fin semble proche pour Chan-young, jusqu'à ce que Hyun-soo retrouve le côté humain de Yi-kyung et anéantisse le monstre avec son aile gigantesque, leur sauvant ainsi la vie juste à temps. Le lendemain matin, Yi-kyung se réveille surprise de constater qu'elle est redevenue humaine. Elle demande Hyun-soo, mais il est endormi depuis le combat et ils ont peur de le réveiller au cas où il ferait quelque chose de dangereux. Dans le van, Hani confronte le vieil homme pour lui avoir menti au sujet des monstres. Maintenant qu'elle a vu Yi-kyung être sauvée, elle est furieuse contre le vieil homme d'avoir tué des monstres, alors qu'il y avait une chance qu'il revienne depuis le début. Et elle le menotte à l'intérieur du van pour qu'il puisse réfléchir à ce qu'il a fait. Quant à Yi-kyung, elle décide de retourner au stade à la recherche de sa fille, espérant l'arrêter avant qu'elle ne transforme d'autres personnes en monstres. Après avoir roulé pendant un certain temps, l'équipe de Sang-won est obligée de s'arrêter en raison d'une panne d'essence. Il explique au médecin qu'il a trouvé Yi-kyung inconsciente dans la base militaire et qu'il a infecté leur enfant pour qu'il puisse la reconnaître à sa naissance. Maintenant, il est à la recherche de la jeune fille dans le cadre de son plan d'action. Et elle vient justement d'arriver à l'extérieur du stade où sa mère avait l'habitude de vivre. Près d'un viaduc, il trouve un autre cocon accroché sous une voiture et Sang-won le détruit immédiatement. À leur grande surprise, un homme se cache dans le coffre. Ils lui permettent de monter à bord jusqu'au stade et il explique que les monstres n'attaqueront jamais les cocons et que c'est pour cette raison qu'il est resté caché là. Au stade, la fille se faufile à l'intérieur par une entrée secrète et elle se lie d'amitié avec cet enfant Young-soo. Après l'avoir vu se faire brutaliser, Ye-seol les retrouve quelques minutes plus tard et elle accepte d'aider la jeune fille le temps de retrouver sa mère. Le chef de la sécurité, le sergent Tak, reçoit un message urgent indiquant qu'un véhicule se trouve à l'entrée du bâtiment. Il se rend rapidement sur les lieux pour enquêter, et il rencontre pour la première fois Sang-won et son équipe, qui désarment facilement les autres gardes sans les tuer en un clin d'œil. S'approchant des survivants, Sang-won demande à ses hommes de rassembler les enfants afin de pouvoir lancer les recherches pour trouver sa fille. Et il annonce que désormais, les gens ayant des symptômes d'infection auront droit à un traitement spécial et ne seront plus bannis à l'extérieur. Plus tard dans la nuit, Hani est horrifiée de constater, quand elle retourne au van, que le vieil homme a réussi à s'échapper d'une façon ou d'une autre. En suivant les traces de sang, elle le trouve sur le siège conducteur de leur Jeep, commençant déjà à devenir un monstre. Et il la supplie de le tuer et de respecter sa part du marché. Le cœur brisé, Hani pointe son arme sur lui. Mais elle se rend compte qu'elle ne peut pas le faire et se détourne pour s'éloigner. Ça met Ho-sang dans une colère noire. Alors il démarre et emboutit la Jeep dans le flanc d'une autre voiture et reste immobile en attendant que les flammes l'emportent. En entendant ça, un monstre géant à la langue bien pendue apparaît et attaque, renversant des voitures pour s'en prendre à Hani. Chan-young tente de la protéger, mais il ne peut rien faire d'autre que de prendre une grenade et de se préparer à se sacrifier pour elle à la place. Ok, ce truc est vraiment flippant et je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais me faire lécher à mort par un cyclope, c'est vraiment pas sur ma liste de choses à faire en cas d'apocalypse. La bataille sera rude, mais avant que Chan-young ne tire sa révérence, il devrait réfléchir à ses options, parce qu'il n'est pas nécessaire de le virer de la série tout de suite. Il est définitivement l'outsider de ce combat, ce qui veut dire qu'il doit utiliser toutes les stratégies possibles pour avoir de meilleures chances de gagner. Tout d'abord, nous devons comprendre les forces et les faiblesses de notre adversaire. Il peut facilement renverser des voitures, ce qui le rend beaucoup plus fort qu'une personne moyenne. Mais d'un autre côté, il ne semble pas très rapide, agile ou intelligent. Ça veut dire que vouloir le fuir pour le distraire, le temps de trouver un meilleur plan à la volée, est une stratégie tout à fait viable ici. Quand les choses se compliqueront, il faudra viser son point faible le plus évident, à savoir le globe oculaire géant, parce qu'en l'aveuglant, on le rendrait beaucoup moins efficace au combat. Dans ce scénario, Chan-young aurait pu s'approcher par le côté et le poignarder dans l'œil pendant qu'il était distrait, au lieu de gaspiller l'élément de surprise. Un autre point faible pourrait être ses bras et jambes maigrichons, parce qu'il suffirait de blesser un de ses membres assez gravement pour paralyser la créature et la ralentir de façon considérable. Comme Chan-young n'a pas d'autre arme que sa grenade, il devrait chercher quelque chose à proximité qu'il pourrait utiliser au lieu de ça. Tous les monstres que nous avons vus jusqu'à présent semblent avoir peur du feu, et il se trouve qu'il y en a beaucoup dans les environs. J'essaierai donc d'attraper un élément de décombre enflammé pour l'utiliser dans le combat. Sa grenade peut mettre fin au combat en un seul coup, c'est vrai, mais nous devrions faire en sorte qu'elle soit encore plus efficace en attirant la créature dans un piège pour en maximiser les effets. Pour cela, j'essaierai de faire avancer le monstre vers une voiture, je sauterai sur la banquette arrière et je m'enfuirai par la porte opposée en laissant la grenade derrière moi. Avec un peu de chance, l'explosion sera assez forte pour l'éliminer.
Bien entendu, nous devrons encore faire face à d'autres monstres qui viendront enquêter sur le bruit. Mais heureusement pour Chan Young ici présent, il a un pote qui s'apprête à intervenir, même s'il pourrait s'avérer ne pas être un pote du tout en fin de compte. Au dernier moment, Hyun-soo passe par la fenêtre et tue le monstre d'un seul coup. Mais ça ici, c'est le Hyun-soo monstérisé, et il est sur le point d'éliminer Chan Young à présent. Réfléchissant rapidement, Hyun-soo se précipite à l'intérieur et trouve de puissants sédatifs qu'elle utilise pour assommer Hyun-soo juste à temps pour sauver la vie du soldat. Dans la base abandonnée, le sergent Kim se réveille enfin et découvre que ses hommes se sont sacrifiés pour qu'il puisse vivre. Alors qu'il remonte à la surface, il rencontre un homme défiguré qui lui demande de le tuer, mais il le porte sur ses épaules jusqu'à la Jeep au lieu de ça. Utilisant l'entrée secrète, Yi-kyung se faufile dans le stade et confronte le docteur Lim. Elle est surprise d'apprendre que son fiancé n'est pas vraiment mort. Il a juste changé de corps, et il est déjà là-bas à la recherche de la petite fille. La femme doit se cacher quand Sang-won entre dans le labo, mais elle l'entend expliquer au docteur qu'ils doivent retrouver la fillette pour qu'il puisse ensuite posséder son corps avant de passer à l'étape suivante de son évolution. À la surface, le sergent Kim s'arrête près d'un ancien convoi militaire à la recherche de matériel, mais pendant qu'il est distrait, l'homme blessé s'éloigne en boitant dans l'obscurité. Kim le poursuit jusqu'à une église abandonnée et il le retrouve effondré près de l'autel. Juste avant de mourir, l'homme dit à Kim qu'il sera en sécurité tant qu'il restera là. Quelques instants plus tard, un monstre terrifiant dépourvu de bras se précipite dans l'église. Mais au lieu de s'en prendre à Kim, il est entièrement concentré sur l'homme blessé, qui se transforme en un cocon géant suspendu au plafond. À l'hôpital, Eun-yu dit qu'elle va au stade pour chercher Yi-kyun. Quand tout à coup, Hyun-soo se réveille et les frappe de son aile. Le prenant au mot, Eun-yu lui fait remarquer que son côté humain l'arrêtera quand bien même il essaierait de la tuer. Il accepte donc de rester avec eux pendant 3 jours et de lui donner la chance de retrouver le vrai Hyun-soo. Au stade, Sang-won rassemble tous les enfants et il retrouve rapidement sa fille parmi toutes les autres dans la foule. Yi-kyung l'observe de loin pendant qu'il se présente, mais elle doit se cacher quand elle entend quelqu'un arriver. C'est l'assistant, et il vient de comprendre que le sergent Kim a réussi à s'échapper. Blâmant Ya-young, Sang-won lui ordonne de garder la porte et de tuer les soldats s'ils reviennent. En attendant, lui et sa fille partent tester ses pouvoirs, et l'assistant envoie Jae-jin les suivre au cas où ils auraient des ennuis. Sang-won l'emmène à la périphérie de la ville, et il décide qu'il est temps pour sa fille de faire son premier essai. Il sait qu'elle a parfois la capacité de contrôler d'autres monstres, et il veut qu'elle lui en fasse la démonstration, lui promettant de lui offrir tous les cadeaux qu'elle voudra si elle y parvient. Se penchant en avant, la fillette place sa main sur le sol et appelle un monstre, lui ordonnant de sortir et de venir jouer. Dans leur campement près d'un ancien champ de tir, Hyun-soo sent le sol commencer à gronder et il remarque qu'un grand groupe d'oiseaux s'est réfugié dans la zone. Tout à coup, un énorme monstre émerge du sol à leurs pieds et Sang-won sourit quand il se retourne pour s'éloigner. Jae-jin se met à courir vers la source du bruit, sans se douter que Hyun-soo est déjà en route. Arrivé au terrain d'entraînement, il saute sur le premier monstre qu'il voit et se fait assommer en plein vol par un poing gigantesque. Il s'agit du monstre protéiné de Green Home, qui est maintenant aussi aucun immeuble. Mais quand il s'apprête à s'en prendre à Eun-yu, Hyun-soo s'élance et commence à poignarder le dos du monstre avec son aile. Ok, regardez qui est là. On dirait qu'il est temps de refaire le match avec notre vieux copain de la salle de muscle, le monstre protéiné. Mais cette fois-ci, Hyun-soo lui-même a été amélioré. Même avec ses nouveaux pouvoirs, ce combat ne sera pas facile. Ce type est maintenant aussi grand qu'un immeuble, et il semble qu'il pourrait facilement écraser Hyun-soo d'un seul coup de poing. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que le monstre protéiné est plus fort mais pas plus intelligent, et que Hyun-soo a toujours l'avantage en termes de mobilité pure. En effet, déplacer un tel poids va demander beaucoup d'énergie. La meilleure stratégie consiste donc à rester hors de portée de ses attaques jusqu'à ce qu'il se fatigue, puis à exploiter une faiblesse de sa défense pour lui asséner un coup critique plus facilement. Pour l'épuiser, Hyun-soo peut utiliser sa propre force pour lancer des morceaux de la structure métallique comme des lances afin de l'endommager tout en restant hors de portée. Il devrait viser des points faibles, comme les yeux du monstre, pour rendre le combat encore plus facile, ou même essayer de viser son tendon d'Achille pour l'immobiliser complètement. Nous savons que tous les monstres, y compris ce gars-là, craignent le feu, et la zone où ils se battent est recouverte de broussailles sèches sur le sol. S'il pouvait créer une étincelle en frottant son aile contre le métal ou en trouvant un autre moyen d'allumer une flamme, il pourrait peut-être déclencher un feu suffisamment important pour tuer le monstre ou au moins le piéger assez longtemps pour qu'ils puissent s'échapper tous les deux. Au début du combat, nous avons également vu que le monstre avait été blessé par le métal en fusion de Jae-jin qui s'écoule de son corps chaque fois qu'il subit un traumatisme.
Sachant cela, Hyun-soo pourrait saisir Jae-jin, le faire voler en l'air puis le découper en répandant le métal chaud sur la tête du monstre. Une autre stratégie pourrait consister à laisser le monstre protéiné le bouffer, et ensuite le métal fondu pourrait tuer le monstre de l'intérieur. Bien sûr, abandonner la bataille est aussi une option. Hyun-soo a couru jusqu'ici parce qu'il voulait protéger Eun-yu. Il n'a qu'à la récupérer et s'envoler avec elle, parce que le meilleur moyen de la protéger est de la mettre à l'abri de ces deux individus. Le combat est brutal, et quand le monstre s'effondre enfin sur lui, Hyun-soo utilise son aile pour le pulvériser en 1000 morceaux. Ce qui surprend vivement Jae-jin, qui a assisté à toute la scène. Hyun-soo se retourne ensuite vers lui et lui coupe rapidement les deux mains, exigeant de savoir où se trouve Sang-won. Acculé, l'homme avoue qu'il est au stade, et au lieu de le tuer, Hyun-soo décide de le traîner avec lui jusqu'à ce qu'il trouve ce qu'il cherche. Alors qu'elle est seule au stade, Hye-kyung saisit tout à coup la fillette et l'éloigne pour qu'elle puisse parler. Elle admet en s'excusant qu'elle avait peur de la fillette parce qu'elle avait des pouvoirs, mais qu'elle veut leur donner une seconde chance à toutes les deux. Elle ne la forcera pas à le faire, mais elle lui dit qu'elle peut la retrouver à cet endroit si jamais elle veut partir. À l'extérieur, Tak confronte Chi-seong. Mais quand il ordonne à Jae-young de tuer le sergent avec ses tentacules, ils sont surpris de voir qu'il est déjà en train de devenir l'un d'eux aussi. Quelques heures plus tard, Kim se réveille dans l'église abandonnée et il remarque que le cocon au plafond est ouvert. C'est alors que l'étranger se révèle être le frère aîné d'Eun-yu, Eun-hyuk, qui est porté disparu depuis le début de l'épidémie. L'homme explique qu'il est devenu un néo-humain, l'étape finale du processus de monstérisation. Chaque fois qu'ils sont sur le point de mourir, ils peuvent se transformer en un de ces cocons et en ressortir complètement guéris. Bien qu'ils possèdent encore tous leurs anciens souvenirs, ils ont perdu tout lien avec les émotions humaines. Les néo-humains sont la seule chose dont les infectés spéciaux ont peur. C'est pourquoi ils essaient de les tuer dès qu'ils en ont l'occasion. Et maintenant, Eun-hyuk veut se rendre au stade pour se venger de Sang-won. Alors que Hyun-soo traîne son prisonnier dans les rues, l'homme en profite pour l'attaquer avec ses mains faites de métal en fusion, le figeant au sol avant de s'enfuir en courant dans la rue. Ok, cette situation est vraiment énervante et je sais même pas pourquoi Hyun-soo le garde en vie à ce moment-là. Eun-yu sait comment retourner au stade, et même sans elle, il pourrait simplement s'envoler dans les airs et le voir de là-haut. Je suggère donc de tuer ce type, et d'en finir pour qu'il n'ait plus l'occasion de faire d'autres conneries de ce genre. Le problème, c'est que notre ami Hyun-soo est tombé dans le plus vieux truc du monde, et il a laissé son côté méchant commencer à monologuer de façon beaucoup trop soutenue. Le fait est qu'il va pouvoir s'échapper facilement de toute façon, et que Jae-jin n'est pas de taille à se battre à armes égales avec lui. Mais que se passerait-il si quelqu'un sans pouvoir devait l'affronter ? Quelle stratégie pourrions-nous utiliser ? Bien qu'il ait l'air d'un type ordinaire en apparence, le corps de Jae-jin est constitué de métal solide en dessous. Ça le rend imperméable à la plupart des formes de blessures, et même un fusil de chasse ne pourrait que l'étourdir. Le fait que Hyun-soo lui coupe les mains prouve qu'une lame suffisamment aiguisée peut l'endommager, et qu'il pourrait mettre fin au combat en visant un peu plus haut la prochaine fois, et en lui coupant la tête. Tout d'abord, nous devons contrer ses attaques de métal en fusion. Le moyen le plus simple d'y parvenir est d'utiliser de l'eau ou un liquide de refroidissement, comme un extincteur. L'eau absorbe la chaleur et refroidit rapidement le métal. Et il est facile d'en trouver dans une bouche d'incendie, un tuyau, une fontaine ou toute autre source d'eau à travers la ville. Il en va de même pour les extincteurs et le liquide de refroidissement automobile qu'ils trouveront probablement dans n'importe quel bâtiment des environs. Pour l'endommager physiquement, nous devrons contrer son corps métallique. Le meilleur moyen d'y parvenir est d'utiliser des produits chimiques qui interagissent avec le métal et le rendent plus vulnérable. Ce à quoi nous reviendrons dans une petite minute. Dans le refuge, Hyun-soo trouve la petite fille en train de parler à une poupée sur le fait qu'elle n'arrive pas à se décider entre rester ou partir. Et il encourage la petite fille à aller voir sa mère. Ça l'aide à faire son choix. Mais malheureusement, l'homme qu'ils ont embarqué de l'extérieur entend la conversation. La fillette rejoint sa mère dans le tunnel, et elle commence à s'enfuir toutes les deux. Mais avant de partir, elle lui demande de lui donner son vrai nom. Au moment où la femme est sur le point de lui dire, elle se retrouve face à Sang-won, et il n'a pas l'air content du tout. Il agit comme s'il était toujours son fiancé à l'intérieur, mais Hye-kyung voit clair dans son jeu, et elle le poignarde dans l'œil. Furieux, l'homme lui coupe le bras, lui laissant tout juste le temps de dire à la fillette qu'elle s'appelle Jisoo, avant qu'il ne la supprime brutalement. En ville, Hyun-soo rattrape facilement Jae-jin, qui se moque de lui en disant que le vrai Hyun-soo n'est rien d'autre qu'un faible apeuré. Eun-yu et les autres suivent leur piste, quand tout à coup, une jeep militaire arrive vers eux au coin de la rue. Quand elle passe devant eux, Eun-yu est choquée de voir le visage de son frère disparu depuis longtemps, qui la regarde depuis le siège passager. Et elle est sidérée de le voir encore en vie.
Juste un peu plus loin, ils aperçoivent Hyun-Soo qui traîne toujours le même type. Et quand Kim voit qu'il s'agit d'un des sbires de Sang-won, il appuie sur l'accélérateur en se dirigeant directement vers eux, dans l'espoir de tuer le sale type et de venger ses amis. L'accident envoie Hyun-Soo voler dans un bus à proximité, et Eun-hyuk vient lui parler pour la première fois depuis l'époque des appartements. Au lieu d'une poignée de main, Hyun-Soo commence à le frapper avec son aile, mais Eun-hyuk utilise sa vitesse néo-humaine pour esquiver toutes ses attaques. Chan Hee-young découvre le sergent Kim en train de frapper Jae-jin, mais il doit l'éloigner quand le sale type manque de le tuer avec ses mains en métal fondu. Il se relève, se retourne et boite vers le bus où Hyun-Soo et Eun-hyuk sont toujours en train de se battre. Ils sont tellement distraits qu'ils ne remarquent même pas qu'il est en train de transformer le bus en métal avant qu'il ne soit trop tard. Et il s'enfuit vers le stade, les laissant tous les deux piégés à l'intérieur. Grâce à son aile, Hyun-Soo parvient à ouvrir un trou dans le métal juste assez longtemps pour qu'Eun-hyuk puisse sauter à travers. Mais il doit encore trouver son propre moyen de sortir. Eun-yu arrive en courant, stupéfaite de revoir enfin son frère. Mais Eun-hyuk agit comme s'il la connaissait à peine, ce qui prouve bien que ses émotions humaines ont complètement disparu. Ok, maintenant ça devient enfin intéressant. Nous avons finalement retrouvé notre bande, mais maintenant, Hyun-Soo est piégé dans une boîte métallique d'émotions avec uniquement Eun-yu qui se soucie de l'aider à en sortir. Ça ne va pas marcher puisque nous allons avoir besoin de son aide pour combattre Sang-won. Il faut donc trouver un moyen de sortir Hyun-Soo de là. C'est un défi difficile à relever, mais pas impossible. La première chose à faire est de commencer par évaluer le coffre métallique à la recherche de points faibles et de trouver une zone où il y a une jointure ou une section de métal plus fine qui pourrait faciliter l'entrée. Ensuite, nous devons mettre la main sur des outils de coupe puissants. Torche de soudage, découpeuse plasma, meuleuse d'angles, scie industrielle ou même des équipements de sauvetage comme les pinces de désincarcération pourraient faire l'affaire. Et en plus, il devrait pouvoir trouver un de ces outils à proximité en cherchant sur un chantier, dans une quincaillerie ou même une caserne de pompiers. Le seul problème de ces options, c'est qu'elles nécessitent une source d'énergie qui peut être difficile à trouver ici. Mais il existe une autre stratégie qui pourrait fonctionner sans énergie. Pour en revenir à ce que nous avons mentionné précédemment, des produits chimiques suffisamment puissants pourraient réagir avec le métal et nous aider à pénétrer à l'intérieur. Les oxydants comme le peroxyde d'hydrogène et l'eau de javel peuvent faire rouiller le métal, ce qui le rend vulnérable aux attaques venant de l'extérieur. Et on peut facilement les trouver dans n'importe quelle maison ou magasin de proximité. Il y a ensuite des options plus puissantes qui peuvent être un peu plus difficiles à trouver. Les acides forts comme l'acide sulfurique ou l'acide chlorhydrique provoquent la corrosion et rongent le métal, ce qui permettrait à Hyun-Soo de se frayer un passage pour s'échapper. Quant au basique, l'hydroxyde de sodium est un ingrédient assez courant dans les nettoyeurs de canalisation. Et on peut également en trouver dans n'importe quelle quincaillerie ou supermarché. Il n'y a pas de temps à perdre, alors je commencerai à fouiller les environs rapidement pour trouver ce qui pourrait nous aider. Après la dispute avec sa mère, Sang-won emprisonne Yi-soo dans une cellule de détention à l'extérieur du refuge, avant d'aller demander au Dr Lim de lui faire un rapport sur l'évolution de la situation. Ce dernier lui fait remarquer qu'à chaque fois qu'il a changé de corps, c'était parce que le sien était sur le point de mourir. Ce qui veut dire qu'ils devront presque le tuer s'il veut prendre le contrôle de la jeune fille. Sans perdre de temps, il se rend directement chez Chi-seong et lui demande de tout préparer pour la dernière partie de son plan. Kim et les autres suivent Jae-jin jusqu'au stade et se rendent compte qu'ils vont devoir se faufiler discrètement s'ils veulent éviter les ennuis. À l'intérieur, il raconte à Sang-won ce qui s'est passé. Et le boss n'est pas très content quand il apprend que Hyun-Soo est toujours en vie. Pendant ce temps, Lim rencontre Tak et lui explique comment il a créé les autres cas spéciaux en utilisant le sang de Sang-won. Le dernier échantillon est caché dans le ventre de Ya-young. Et s'ils parviennent à le récupérer, ils pourront le rendre assez puissant pour affronter Sang-won. Très vite, Tak assomme la jeune femme et la ramène au laboratoire. Mais dès qu'ils sont partis, Hyun-Soo se précipite pour faire sortir son ami de la cage. En guise de remerciement, Yi-soo se souvient d'avoir entendu le garçon dire qu'il voulait devenir un monstre, et elle l'attrape par le bras, ce qui a pour effet de le transformer. Quand il apprend que la fillette s'est échappée, Sang-won réunit tout le monde et annonce qu'il réservera un traitement spécial à quiconque la retrouvera. À l'extérieur, Eun-hyuk est sur le point d'abandonner Hyun-Soo, quand tout à coup, il fend le bus en deux en chauffant son aile, et il en ressort comme s'il était redevenu lui-même. Après avoir donné un morceau de son aile à Eun-hyuk pour qu'il l'utilise comme arme, Hyun-Soo rassemble les autres et se dirige vers le stade pour arrêter Sang-won. Pendant ce temps, les membres restants de la section des corbeaux décident qu'ils vont s'échapper cette nuit-là, avec autant de survivants qu'ils pourront sauver.
Ya-Yang ayant été capturé, le Dr Lim parvient enfin à extraire la fiole de sang de Sang-won de son ventre. Il s'apprête à injecter l'échantillon au sergent Tak, mais il s'arrête quand il apprend que la petite fille disparue peut transformer les gens en monstres. Il s'avère qu'il gardait cette fiole pour lui-même, au cas où il commencerait à être monstérisé. Mais maintenant qu'il sait pour la petite fille, il veut devenir un cas spécial, et il avale rapidement la fiole pour que personne d'autre ne puisse mettre la main dessus. Dans une zone abandonnée du stade, 2 survivants sont toujours à la recherche de Yi-Soo. Sachant qu'elle est capable de transformer les gens, ils décident de laisser un autre groupe entrer en premier pour servir de bouclier de viande. Mais quand ils ouvrent la porte, un des hommes est tout à coup entraîné à l'intérieur. En regardant autour de lui, il se rend compte qu'il est entouré de dizaines de survivants soumis au contrôle de l'esprit. Et Yi-Soo émerge de la foule en demandant où se trouve son père. Ok, on dirait que ce type est foutu. Il est peut-être trop tard pour lui, mais ça m'amène à me demander ce qu'on peut faire pour survivre dans un scénario comme celui-ci. Vous êtes entouré de survivants sous contrôle de l'esprit, vous n'avez nulle part où fuir et vous ne disposez que des armes les plus élémentaires pour vous défendre. Mais ce n'est pas forcément une condamnation à mort si on sait réfléchir à tête reposée. L'étape la plus importante consiste toujours à hiérarchiser les menaces. Et dans ce cas précis, la plus grande menace n'est pas la horde de zombies, mais la petite fille. Ils peuvent vous tuer si vous vous retrouvez submergé, mais elle peut vous transformer en l'un d'entre eux d'un simple contact. Sachant cela, il faut à tout prix éviter de se faire attraper par la petite fille. Mais il reste encore nos voisins zombifiés à affronter. À ce stade, il n'y a aucune chance qu'ils reviennent de cet état. La première chose à faire est donc de prendre une arme. Nous n'avons peut-être pas les meilleurs choix ici, mais n'importe quoi, d'un tuyau en métal à un bâton en bois, peut faire l'affaire tant que c'est assez puissant pour faire des dégâts et assez long pour garder ses distances. Tout comme pour le sergent Kim dans la fosse aux monstres, on ne pourra pas tous les combattre. Mais c'est là que la jeune fille intervient à nouveau. Et cette fois, elle est elle-même son plus grand point faible. N'oubliez pas que ce n'est pas vraiment une petite fille, et que dans une situation de vie ou de mort comme celle-ci, il faut parfois faire ce qui doit être fait pour survivre. Si vous pouviez trouver un moyen de la déstabiliser, tout ça pourrait provoquer un dysfonctionnement chez tous ces mignons. Mais comme nous l'avons déjà dit, il est toujours très dangereux de s'approcher d'elle. Maintenant, tout bien considéré, il semble que le meilleur moyen soit de se battre jusqu'à ce qu'il y ait une ouverture dans la foule, puis de rester en mouvement, de rester hors de vue chaque fois que vous le pouvez, et s'il le faut, d'utiliser des débris et d'autres obstacles pour ralentir les zombies, ou encore un point d'étranglement pour en éliminer quelques-uns s'ils s'approchent trop près. Nous devons nous éloigner le plus possible des zombies et essayer de trouver une sortie, parce que rester dans les tunnels ne va pas marcher très longtemps. Si je m'en sors, la première chose que je ferais, c'est de rapporter la situation au sergent Tak au plus vite, parce qu'il faut commencer à évacuer l'abri avant que d'autres personnes ne soient blessées. Dans la salle de contrôle, Tak révèle à Sang-won que les autres cas spéciaux ont été créés à partir de son sang, utilisant leur conversation comme une distraction tandis que les gardes commencent à conduire les gens vers la sortie. À l'extérieur, Eun-Yu s'arrête tout à coup, comme si elle était en proie à des pensées différentes. Quand Yoon-soo lui demande ce qui ne va pas, elle répond qu'elle a peur de devenir un monstre et qu'elle a besoin d'être seule pour réfléchir à tout ça. Yoon-soo n'aime pas l'idée de la quitter, mais il est clair qu'elle a pris sa décision. Alors il promet de la retrouver après avoir aidé les autres. Un des gardes est à la recherche d'éventuels retardataires quand il tombe accidentellement sur une foule de zombies de Yi-Soo dans un des couloirs. Ye-Sol et Madame Cha voient l'homme passer en courant, mais elles n'ont pas le temps de s'échapper qu'elles sont déjà coincées par la petite fille. Elle lui demande si elle a vu Yang-soo, et sans répondre, elle tend la main et invoque le blob vert. Alors qu'il prend la forme d'un être humain, elles comprennent que le garçon a été transformé en cette créature, et quand Madame Cha tente de le toucher, il lui glisse entre les doigts et fond en une flaque sur le sol. Tout à coup, Sang-won arrive pour les confronter et Madame Cha s'interpose entre lui et les enfants. Il dit à Yi-Soo de regarder, et il transperce la poitrine de la femme d'un tentacule, la tuant brutalement sous ses yeux. Furieuse, la fille hurle et son armée de survivants commence à marcher vers Sang-won, mais il est trop puissant même pour eux. Ailleurs dans la base, Shi-seong trouve Jae-jin et l'avertit que le patron veut le tuer. Tandis qu'il se défoule sur le tableau électrique, il finit également par couper l'électricité tout autour du stade. Se rendant compte que la situation est officiellement en train de dégénérer, Tak donne l'ordre de commencer à évacuer les survivants en espérant qu'ils sortiront de là avant que les monstres ne détruisent l'endroit. Pendant ce temps, le Dr Lim se réveille à côté de Sang-won devant un feu ardent. Il essaie de jouer les idiots, mais il est sur le point de se rendre compte qu'il n'y a plus rien à faire. Révélant qu'il est au courant de sa trahison, Sang-won passe son doigt le long de la poitrine du docteur jusqu'à atteindre son estomac avant de s'y introduire brutalement et de retirer à main nue la petite fiole qu'il écrase aussitôt sur le sol.
Se vidant de son sang, le docteur rampe vers Yi-Soo en la suppliant de le transformer en monstre. Mais Sang-won le soulève et le force à avancer la tête la première dans le feu, le brûlant ainsi à mort. Ok, bon sang, que quelqu'un appelle un docteur. Oh, c'est vrai, ils l'ont déjà fait. Et son cul vient d'être grillé comme un marshmallow dans un feu de joie de scout. La vérité à propos de tout ça, c'est qu'il a toujours été nul. Mais maintenant qu'il a enfin rencontré quelqu'un qui a vu clair dans ses conneries, il semble qu'il ait enfin eu ce qu'il méritait. Docteur Lim, vous avez merdé, monsieur. N'oublions pas que c'est vous qui avez déclenché toute cette chaîne d'événements. Je veux dire sérieusement, des monstres s'emparent du monde entier, c'est ça? Et votre première pensée est d'utiliser ça comme une opportunité pour vos expériences foireuses? Vous auriez pu utiliser vos connaissances pour le bien, mais au lieu de ça, vous avez créé le premier monstre humain à partir de votre propre meilleur ami. Et vous avez même fabriqué les cas spéciaux qui viennent de vous tuer maintenant. Je dirais que c'est déjà assez grave en soi. Mais à vrai dire, vous trouviez toujours de nouveaux moyens de rendre la vie des autres encore pire. Tout allait bien ici, au refuge, mais votre petite expédition à la base militaire a non seulement tué la moitié de l'équipe de sécurité, mais vous avez aussi ramené les méchants au stade. C'était déjà une raison suffisante pour vous abattre à ce moment-là. Et puis, qu'est-ce que vous attendiez de Sang-won quand il a découvert votre petit plan pour le poignarder dans le dos? Parce que c'est pas vraiment comme si vous aviez essayé de garder le secret. Franchement, soyons réalistes. Vous avez fait de ce type un monstre. Bien sûr qu'il allait finir par vous tuer. Ce que vous auriez dû faire, c'est vous tirer d'ici en douce avant d'avoir perdu votre utilité. Au lieu de ça, vous avez dit au méchant exactement ce qu'il devait faire pour réussir son plan. Et vous ne lui avez laissé aucune raison de vous garder en vie après ça. Et pour finir, vous avez voulu jouer la comédie au dernier moment. Mais je suppose qu'il y a une différence entre tromper des humains normaux et affronter des mutants très dangereux qui veulent déjà votre mort. Vous avez fait tout ça parce que vous vouliez devenir un monstre. Mais je pense que la raison pour laquelle vous n'avez jamais été infecté, c'est parce que vous étiez déjà un monstre depuis le début. Et s'il y a eu une seule bonne action de Sang-won et de son équipe, c'est de vous avoir éliminé avant que vous ne puissiez causer d'autres problèmes. Amusez-vous bien à faire des visites médicales en enfer, parce que Dr Lim, vous avez merdé. Ensuite, Sang-won s'en prend à son assistant Shi-seong, décidant qu'il en a fini avec lui et le forçant à entrer dans le feu lui aussi. Prenant la main de la jeune fille, il s'y accroche à l'aide d'un tentacule avant de s'enflammer à son tour. Et maintenant qu'il a tué son ancien corps, il est libre de prendre le contrôle de celui de la jeune fille à la place. Il fait nuit quand Eun-hyuk et Yeon-soo arrivent enfin au refuge. Et ils sont surpris de voir que l'endroit est rempli de survivants contrôlés par l'esprit, tous debout dans l'obscurité. Ils se séparent pour chercher Sang-won, et Yeon-soo ne tarde pas à tomber sur celle qu'il croit être encore Yi-soo dans un des tunnels. Jouant le jeu, elle ment en disant que Yi-kyung est toujours en vie. Elle dit qu'elle va emmener Yeon-soo auprès d'elle, et il ne se doute pas un instant qu'il est en train de tomber dans un piège. Tak a une vision étrange de lui-même dans l'obscurité, mais il se rend compte que ce n'est qu'un des hommes qu'ils ont envoyé en éclaireur dans le tunnel. Il leur dit d'avancer, mais du sang commence à couler de son nez et il commence à se transformer en monstre. Quelques survivants parviennent à s'en sortir, mais un grand groupe se retrouve coincé entre lui et la sortie, et il explose tout à coup en un mur de glace qui les emprisonne tous à l'intérieur. À la surface, la jeune fille conduit Yeon-soo jusqu'au feu où elle lui avoue que Yi-kyung est déjà morte. Se rendant compte que la jeune fille est en fait contrôlée par Sang-won, il l'attrape par la main et lui promet de retrouver la vraie Yi-soo. Dans une vision, il rencontre l'esprit de Sang-won lui-même qui se vante d'avoir capturé la jeune fille, jusqu'à ce que tout à coup, une tache de sang apparaisse sur son épaule. C'est Eun-hyuk qui sauve Yeon-soo en attaquant la fille, mais son vieil ami l'arrête avant qu'il ne puisse finir le travail. Il dit qu'il veut sauver la fille en forçant Sang-won à sortir. Il demande alors à Eun-hyuk de l'aider à gagner du temps alors qu'une nuée de monstres humains les encercle. Ok, ça y est, l'heure de l'affrontement final a officiellement sonné. Et il semble que les frères de la Matrice aient du pain sur la planche. Ils sont peut-être forts, mais même pour eux, affronter une armée entière de survivants monstérisés en même temps sera un véritable défi. Le seul moyen de garantir leur victoire est donc d'aborder le combat avec une certaine stratégie. L'atteindre, elle, est donc la priorité absolue. Pour ce faire, Yeon-soo et Eun-hyuk doivent se répartir les rôles et adopter une approche tactique. Parce que Yeon-soo peut voler et qu'il a le pouvoir de rendre aux gens leur côté humain, il devrait se concentrer sur la quête de la jeune fille, tandis qu'Eun-hyuk contrôlerait la foule et distrairait les zombies. Il pourrait commencer par se débarrasser d'une partie de la foule, et quand il y aura une ouverture, Yeon-soo pourra s'attaquer à la cible pendant que son ami fera diversion. Le seul problème avec leur plan, c'est que puisque la fille est née monstre, il n'y a aucune garantie qu'il y ait même un côté humain à retrouver en elle. Ça pourrait compliquer les choses et les forcer à envisager des options plus radicales, mais bon, pour l'instant, nous savons que le but est de faire sortir Sang-won du corps de la jeune fille.
Quelle que soit la manière dont ils y parviennent, une fois que Sangwon sera sorti, il devrait être assez facile d'attendre qu'il prenne un autre corps et de le forcer à entrer dans le feu. Mais cette fois-ci, il faudra s'assurer qu'il ne s'échappe pas. La bataille commence avec Yoon-soo et Eun-hyuk qui retiennent autant de minions zombifiés qu'ils le peuvent. Mais il devient rapidement évident qu'ils ne pourront pas le faire indéfiniment. Bien que Yoon-soo le supplie de ne pas le faire, Eun-hyuk saisit l'occasion et lance son arme directement sur la fillette. Sangwon tente d'utiliser ses tentacules pour la bloquer, mais au dernier moment, Yi-soo le fait reculer, ce qui permet au coup de l'atteindre et de la blesser si gravement que le monstre s'éloigne en rampant pour trouver un nouveau corps. Eun-hyuk se lance à la poursuite du monstre, tandis que Yoon-soo met la jeune fille à l'abri. Mais il ne peut rien faire pour la sauver, et elle meurt dans ses bras après lui avoir fait promettre d'arrêter Sangwon. Dans les tunnels, un des survivants s'approche du mur de glace et se rend compte que les humains ordinaires peuvent passer sans problème. Tout le monde commence à sortir, mais quand un homme tente de passer à son tour, le mur l'arrête en disant que les monstres ne sont pas autorisés. Il s'agit de Jae-jin, qui a secrètement essayé de se faufiler sous un déguisement. Mais avant qu'il ne puisse tuer le sergent Kim, Jae-young arrive et lui coupe à nouveau les mains. Furieux, il commence à projeter du métal en fusion dans toute la pièce. Mais Kim se précipite d'en haut et lui brise les 2 épaules, ce qui l'arrête pour le moment. Parallèlement, Jae-young utilise ses tentacules pour former un pont, permettant à Chan-young et Yeol de s'échapper. Une fois que tout le monde est passé, Kim enfonce un paquet d'explosifs dans la bouche de Jae-in et se met à l'abri juste au moment où il explose. Sangwon émerge du feu dans un nouveau corps, mais Yoon-soo le force rapidement à y retourner, réinitialisant le processus une fois de plus. Au lieu de continuer ainsi indéfiniment, Eun-hyuk suggère de laisser le monstre s'emparer de son corps, puisqu'il ne peut pas mourir. Mais Yoon-soo fait valoir que c'est trop dangereux. Tout à coup, le monstre sort de l'ombre, s'étant apparemment transféré dans le corps de Sang-wook. Yoon-soo intervient pour finir le travail, mais c'est alors que le vrai Sang-wook commence à se battre pour reprendre le dessus, et se force à ramper en avant vers les flammes. Tout ça démontre qu'il y avait depuis toujours une bonne personne enfermée à l'intérieur. Et alors que le monstre meurt enfin, Yi-soo revient tout à coup à la vie. De l'autre côté de la ville, Eun-yu retourne à son ancien appartement. Et elle a une vision de son frère lui disant que tout ira bien alors qu'elle commence à se transformer en monstre. Après la bataille, Yoon-soo retourne à l'endroit où il a vu Eun-yu pour la dernière fois, jurant de la retrouver et de la transformer en humaine. Ayant besoin d'un nouvel endroit où aller, Yoon-soo ramène les survivants dans la ville où il rencontre un groupe de néo-humains et ils décident de tous vivre ensemble. Il finit par retrouver Eun-yu et bien qu'elle soit encore en train de subir le processus elle-même, ils ont enfin un endroit qu'ils peuvent appeler leur maison. Sweet Home saison 3, je l'attendais, je comptais les jours pour que ça tombe et c'est arrivé. Je suis donc ravie que nous ayons tous eu l'occasion de l'analyser ensemble. Maintenant, ça c'est ce que moi j'aurais fait. Mais vous, qu'auriez-vous fait? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je suis là pour vous. Nous, on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!